Bienvenue à un épisode bien spécial, un épisode à chaud du podcast Décrinqué où on revient, moi Sylvain The Animator Bureau, Martin le Visionneur Boisvert et Marc de Paperman Gagnon du premier visionnement de Player One, version française de Ready Player One. Et c'est quelque chose de... Pour moi, c'est une première. Puis je pense que pour pas mal nous autres aussi, mais en tout cas pour ce qui est du podcast, c'est la première fois qu'on critique un film de Spielberg. Oui. Et je pense, en tout cas en ce qui me concerne, moi c'est la première fois que je vais voir un film après avoir lu le livre. OK? Marc, toi sûrement pas. Non. OK, toi Martin, as-tu déjà lu des livres que t'as vus à l'écran après? Ben, pas dans l'année du podcast. Avant, oui, mais dans l'année, je pense que c'est la première fois. Mais moi, ça n'est jamais arrivé. Oui, j'ai lu le roman L'Exorciste en masse, mais je l'ai lu après le livre, après le film. Il y a peut-être des BD, des adaptations de BD. Ben, Astérix et Obélix, c'est clair qu'on a tout lu ça, puis on a vu les films après. C'est vrai. Tintin, Lucky Luke. Là. Mais un roman... Parce que des BD, t'as déjà les images. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, bon, je suis pas en train de dire que c'est moins bon qu'un roman, là, mais le roman, tu te fais toi-même tes images dans la tête, puis tu vis ça. On a tous lu les trois en Player One, mais... Je suis sûr qu'on a des images complètement on l'a sûrement vu de façon totalement différente, les trois. Donc, rappelons le concept de notre rachot. On fait part de notre expérience sans dévoiler de punch dans la première partie, et après ça, un petit décompte pour laisser peut-être à certaines personnes l'occasion de se débrancher ou de peser sur pause si on écoute en différé l'enregistrement pour ne pas être spoilé, parce qu'après ça, on va parler de tout ce qu'on a vu. Là. D'enlever leur casque. C'est ça, d'enlever leur casque d'écoute virtuelle. Normalement, quand on va voir un film, on commence par le gars des vues qui est Martin. Mais là, je veux pas que tu sois fâché, Martin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu me vois venir. Oui. C'est normal aussi. C'est de sa faute si on a lu le livre. C'est de sa faute si on a aimé le livre. Puis c'est de sa faute si on est allé voir le film. Voilà. Marc de Paperman Gagnon, ton expérience tellement attendue, je suis sûr que tu comptais les dodos. Quelle est ton expérience de Player One? C'est depuis pratiquement... 2013, le roman, la première fois qu'on a entendu parler qu'elle allait avoir une adaptation, c'était en 2015. Donc, on est proche 3 ans d'attente. Vraiment, là, une grosse attente, là, pour ma part, là, parce que j'ai adoré le roman, tout le monde le sait. Pour moi, c'est un de mes 10 romans à vie. Pourquoi je me suis tant identifié à ce roman-là? Ben, j'en ai déjà parlé. Je suis un produit des années 80. Ben, moi aussi. Martin aussi. J'ai vécu dans ces années bénies. Puis, aujourd'hui, j'ai même regardé un documentaire sur Atari, sur Netflix, où ce qui disait que toutes ces années-là, c'était vraiment le début là, de l'informatique, le début de la technologie, de l'explosion technologique. J'ai lu cette semaine un article qui vient du magazine Le Parisien qui parlait du retour des années 80. Bon, on a utilisé le mot nostalgie, mais au-delà de ça, c'est comme s'il avait écouté notre podcast ces années 80. Ouais. Bon, il disait exactement... Peut-être, mais il disait exactement la même chose. La culture geek d'aujourd'hui a commencé là. Moi, la nostalgie, là, je commence à être un peu tanné. Là, ouais, mais à part dans le titre, c'était pas vraiment ça le but de l'article. Quand on écoute la 9e symphonie de Beethoven, c'est pas de la nostalgie. Là. C'est parce que c'est une œuvre qui est majeure. Alors, exactement. Quand on écoute Take On Me ou qu'on écoute Jump, c'est pas de la nostalgie, c'est simplement parce que c'est une œuvre qui est majeure. Et ce matin, on parlait du retour de l'album de Fiori-Séguin. C'est une œuvre qui est majeure. C'est une œuvre majeure du Québec. C'est pas de la nostalgie pour moi, c'est seulement une œuvre qui est majeure. Alors... c'est difficile pour moi d'en parler parce que ça me touche beaucoup. Ce roman-là est venu me chercher parce que je l'ai toujours dit, je me suis vu à l'intérieur de ce roman-là. Pas que je suis un grand joueur, au contraire, je ne joue pas. Je suis pas un gamer, mais gamer de jeux vidéo, mais j'ai été un gamer de jeux de rôle. Je le suis encore. Puis je me suis beaucoup identifié aux personnages, de tous les personnages en tant que tels, et je me identifie beaucoup à l'auteur aussi qui... J'ai l'impression que c'est un ami pour moi. J'ai l'impression qu'il a écrit ce livre-là pour moi. Je suis sûrement pas le seul dans le monde qui a cette impression-là. Mais moi, c'est ce que ça m'a fait comme impression. Et tout là-dedans m'avait plu. Puis là, j'arrive au film
avec beaucoup d'attentes, parce que je me dis, bon, c'est Steven Spielberg, c'est Zach Penn qui fait le scénario avec Ernest Cline, on a quelque chose de gros, c'est des grosses maisons de production, il y a beaucoup d'argent. Ça part du roman qui est écrit pour toi. Ça part d'un roman qui est écrit pour moi, puis ça part d'un roman qui est très difficile à adapter, parce qu'on parle vraiment d'une réalité virtuelle, c'est pas facile. Et c'est du point de vue du personnage principal. C'est du point de vue du personnage principal, effectivement. Il y a beaucoup de ramifications, et surtout que le roman va un peu partout. Hein? Je veux dire, c'est de la science-fiction, c'est du cyberpunk, c'est un roman d'amour aussi, c'est de la dystopie, c'est de l'anticipation. Il va dans tous les sens. Ben, le film, c'est la même chose. OK. Je veux dire, pour moi, là, une bonne adaptation, là, c'est pas du copier-coller. Des fois, ils le font, là, mais c'est de prendre l'essence d'une œuvre puis d'y amener un petit côté personnel. OK. Et Steven Spielberg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'essence de l'œuvre, il a édulcoré un peu. C'est vrai que le message n'est pas totalement aussi complexe que le roman, et c'est correct. Ça, j'ai hâte d'en parler dans la section spoiler. C'est pas le but non plus, mais il est venu y rajouter sa touche personnelle. Et la touche personnelle de Spielberg, ben, on va se le dire, le monsieur a 70 ans. C'est un putain de génie. Oui. Et encore une fois, il aurait pu rester dans son salon, vivre jusqu'à la restant de ses jours avec l'argent qu'il a accumulé. Oui. Il a décidé encore une fois de revenir à la science-fiction, puis de brasser la cabane, de dire, attends un peu, là, moi, là, j'ai 70 ans, là, je suis encore capable de brasser les choses. Là. Il est allé se prendre une œuvre qui est culte, parce qu'aux États-Unis, il est culte. Ailleurs dans le monde, il commence à être culte. Il va devenir culte. Là. Ça, je peux vous le garantir que les ventes de Ready Player One vont grimper en flèche. Et il a réussi à faire un film absolument extraordinaire. Okay. C'est visuellement une claque à tous les autres films de science-fiction. C'est allez vous coucher, là, vous êtes même pas à mon niveau. Là. C'est Spielberg, là, il a encore démontré là, que le blockbuster, c'est lui le maître. Mais c'est pas du blockbuster là, à la Michael Bay. Là. C'est du blockbuster brillant, intelligent, qui a quelque chose à dire, qui va chercher les émotions, qui vient nous brasser, tout en gardant ce petit côté ludique, grand public. Et il s'est amusé extraordinaire comment il a mis un paquet de trucs à l'intérieur de ça. Et puis, je veux dire, c'est magique. Tu t'assis là, puis tu t'es complètement absorbé par cet univers-là. Tu rentres à l'intérieur de cet univers-là, puis tu finis le film, puis tu te dis, c'est fini? Oui. Je veux dire, fait que finalement, tu es en train de dire que Red, Monsieur Immersion, va être immersé. Je pense que oui. Okay. Honnêtement, moi, j'ai été complètement renversé par la qualité du film. Je veux dire, j'ai pas trouvé de problématiques au niveau scénaristique. J'ai trouvé que c'était très bien adapté. Ils ont réussi à prendre même des défauts du livre et des corriger, selon moi. Okay. Ernest et Zach Penn, le scénariste, ont fait un job d'enfer pour réussir à changer les épreuves et à les mettre vraiment cinématographiques, parce que c'était pas évident. Il y avait des trucs dans le livre qu'on pouvait pas faire cinématographiquement. Là. Non. Je veux dire, une épreuve de Wargame, ça se fait pas. Là. Ça aurait pu se faire, mais la moitié des gens n'auraient pas compris. Et voilà. Alors, ils sont allés vraiment avec des trucs un peu plus classiques. C'est quoi le Saint Graal de Monty Python? Ouais, j'étais encore là. Un film dans un film, ça aurait pas été évident. Ça. Là, on a un peu... Malgré qu'on l'a fait. Oui. Il y a eu un film dans un film. C'est vrai. Mais on spoilera tantôt. Là, on a réussi vraiment à rendre ça un peu plus facile, accessible, à comprendre. On a aussi coupé des épreuves. Au lieu d'être 3 clés, 3 portails, on a rien que 3 clés qui nous amènent à des indices. C'est bien. Ils ont vraiment pris ça, puis ils ont rapetissé ça pour vraiment le mettre grand public, et ça marche, tout fonctionne dans ce film-là. On passe 90% du film dans une réalité virtuelle, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. C'est vrai. Puis toutes les scènes dans la réalité, on ferait vraiment le pont entre les deux. Un, paf, on est dans la réalité, l'autre, on est dans le virtuel. Ça coule bien. Ça coule bien. Oui. Puis on voit également comment un vient empiétrer sur l'autre. Comment la réalité virtuelle vient influencer la vraie réalité et comment la réalité vient influencer la réalité virtuelle. Okay. On le voit vraiment, cette ligne-là, la mince ligne entre les deux, on la voit, on la sent.
Puis on voit l'évolution des personnages également. Okay. Puis ça, pour moi, c'était très important de voir ces évolutions-là. Puis dans les spoils tout à l'heure, écoute, il y a des passages du livre qui sont mot à mot, là. Je sais. Ben, c'est parce que j'étais assis dans la salle, je me suis dit, le Marc pleure. Là. Écoute, c'est sûr que Marc pleure. Et puis il y a des scènes là-dedans écoute, qui sont pratiquement identiques, sans être pareil au niveau des personnages, sans être ou pareil, nécessairement dans le même ordre. Ou nécessairement dans le même ordre, ou c'est peut-être pas le même personnage qui fait la scène, mais ça reste que c'est quand même cette scène-là. Oui. Et puis ça coule bien, puis les changements qu'Ernest et Zach Penn ont fait au scénario, ben ça fonctionne, ça marche. Tu sais, je veux dire, puis ils ont gardé les psychologies des personnages, ils les ont gardées propres. C'est identique à ce qu'on a dans le roman. Ils sont pareils. Pour moi, là, je veux dire, c'est visuellement, là, bon, c'est pas ce que je m'étais fait visuellement là, de certains personnages, là, mais c'est correct aussi. Il faut vivre avec ça. Mais j'ai rien à redire. Honnêtement, j'ai pas trouvé de défaut à ce film-là. J'en ai trouvé un seul et unique défaut. Puis je peux le faire en sans spoil, c'est que dans le roman, l'Oasis, c'est à la base un jeu, mais les gens, ils travaillent, ils vivent à l'intérieur de l'Oasis. C'est vrai, ce bout-là, on le voit pas. Ouais, les gens, ils vont à l'école dans l'Oasis, les jeunes vont à l'école. Dans le film, on le voit, c'est vraiment surface. J'ai l'impression que c'est une question de temps, de durée de film. Oui, c'est en surface. Puis ça, c'est parce qu'on le sait. Parce qu'on le sait. Parce que si on le sait pas, on le voit pas. C'est ça. Pour nous autres, c'est un Easter egg. C'est plus une place qui est ludique, mais on voit pas le petit côté. Ben, malgré qu'il le dit là, dans la description, mais on le voit pas, ce côté-là. T'sais, on voit pas les gens qui vont à l'école. On voit pas toute cette partie-là, mais on pouvait pas exploiter ça dans un film, sinon le film aurait duré 6 heures. Là. C'est vrai. À un moment donné, il faut que tu coupes, puis il faut vraiment que tu arrives là. Il n'y a pas de défaut. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de défauts majeurs. Ça coule tout seul, c'est extraordinaire, c'est une claque d'en face. J'avais dit que ce film-là allait être une bombe cinématographique. Je l'ai dit souvent, je l'ai réécrit ce matin. Je l'ai dit que ça allait révolutionner la façon qu'on va voir le cinéma prochainement. Ben, regarde, je suis pas un devin, mais pour moi, là, c'est un meilleur avenir pour ce film-là que Valérian et Blade Runner 2049? Je pense que oui, parce que... Plus grand public, peut-être? Parce que c'est plus grand public, puis parce qu'il y a le nom Spielberg. C'est ça. Hein? Spielberg, c'est vendeur. Tiens, je veux dire, c'est veut pas, là. Puis c'est sûr que c'est pas aussi... on peut pas le comparer à d'autres grands films de science-fiction comme Blade Runner. C'est pas le même message. Non, c'est pas le même. C'est pas le même feeling. C'est pas le même feeling. C'est pas le même contenant non plus. Là. Je veux dire, c'est pas ça le but recherché par le livre. C'est pas le but recherché dans les livres de Philippe K. Dick. C'est deux mondes différents. Là. Comparons des pommes avec des pommes, des bananes avec des bananes. Ça, on a un grand film, grand public, intelligent, un blockbuster vraiment brillant, bien réalisé. Tout est beau à l'intérieur de ce film. Une montagne russe. C'est ça. Ça part, ça arrête pas. Il n'y a pas de temps mort. J'ai pas trouvé qu'il y avait de coupure à l'intérieur. Puis je trouve que tout a été bien amené. J'ai rien à redire. Honnêtement, là, pour moi, là, c'est une des meilleures adaptations de romans de l'histoire du cinéma. Personnellement, là, je veux dire, la façon qu'ils l'ont faite... Je vais faire là-dessus, moi, tantôt. C'est mon avis. Oui. Visionnaire, toi, ton expérience? Honnêtement, que dire après ce que Marc a dit? Je suis pas mal d'accord, pas mal tout ce qu'il a dit. Je le rejoins beaucoup. Moi, je me souviens, il y a à peu près 1 an, lorsqu'on avait fait un podcast sur les années 80, il avait commencé à nous en parler un petit peu plus, puis tout ça, Et ensuite, dernièrement, on a eu la réalité virtuelle. Il nous a encore reparlé. Donc, on était bien préparés pour ce film-là. Moi, j'ai lu le roman. Écoute, moi, en gros, c'est un très bon film que j'ai beaucoup apprécié. Un très bon divertissement. Je me suis pas ennuyé aucunement écoute, il y avait, comme Marc dit, il n'y avait pas de temps mort. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. On était tout le temps curieux d'essayer de deviner tel personnage qui était là. Tu sais, c'était visuellement, là, il y avait beaucoup de choses à regarder. Écoute, en partant, le film, ça part fort. On en parlera dans les spoilers, mais moi, un film qui part comme ça, bravo, ça me met... Ça t'embarque dedans tout de suite. Ça t'embarque dedans tout de suite. Les effets spéciaux, mon Dieu, j'ai eu l'impression qu'on a eu des effets spéciaux révolutionnaires, complètement différents ça avait l'air quasiment réel.
les acteurs, Ty Sheridan, il est très bon, mais je pense que la fille Olivia Cook, elle a comme une petite coche au-dessus de lui. Je l'ai trouvé quasiment encore meilleur que lui. C'est ça. Elle avait un rôle... On est loin de Bates Motel. Là. Voilà, c'est en plein ça. Parce là, que elle, pour ceux qui ont vu la série, le Motel Bates, là, c'est celle qui se promène toujours avec sa bonbonne d'oxygène. Voilà. Donc, elle, je l'ai comme trouvé un petit peu plus supérieure à Ty Sheridan. La réalisation est magnifique. La photographie est belle. Le monde réel, voir la manière comment... Les piles, ça aussi, c'était bien fait. Que dire, moi, j'ai peut-être juste un petit bémol. J'ai eu une déception au niveau de la trame sonore musicale. Tu t'attendais à plus que ça? Je m'attendais à avoir un petit peu plus d'années 80, de musique des années 80. Il y a eu comme 2-3 tunes. Ça, j'aurais aimé ça d'en avoir un petit peu plus. Donc, ça, c'est peut-être mon seul bémol. Mais sinon, à part de ça, que dire de plus? Écoute, je pourrais parler, je pourrais spoiler, mais je vais attendre un petit peu à tantôt. Mais moi, ça a été un excellent film. Un peu déçu de la réponse du public au cinéma, par exemple. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, mais... un jeudi à 6h30. Jeudi 5. Ouais. Non, moi, regarde, tu regarderas les chiffres du box-office lundi. Okay. Beaucoup de gens sont déjà partis là, en famille pour la fin de semaine. C'est ça. Mais en même temps, Ernest Cline au scénario, j'ai trouvé en même temps que c'était cohérent avec son roman et je pense que ça serait peut-être une option d'avoir les auteurs scénaristes de leurs films qu'ils vont faire prochainement. Je pense que là ça serait plus crédible de dire souvent mais ça n'a aucun rapport avec le roman. Je pense qu'on pourrait impliquer l'auteur comme scénariste pour le film. Quand c'est possible, pourquoi pas? Quand c'est possible, pourquoi pas? Lui, il l'a fait. Il y avait le contrôle, il y a un certain contrôle. Mais la photographie était vraiment extraordinaire. Mais moi, j'ai hâte de spoiler parce que j'ai des enfants. Ce que je pourrais dire, j'ai vécu au moins 3 fantasmes pendant le film en lien avec des personnages. Donc, c'est ce qui fait que le film m'a beaucoup plu. OK. Ben, moi, évidemment, je rajouterai pas sur ce que vous avez dit. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Même au niveau de la trame sonore, outre, peut-être qu'on aurait pu mettre plus de tunes d'années 80, mais j'ai pas trouvé la trame sonore d'Alan Silvestri tant enlevante. Non. Mais elle était juste correcte. OK? Elle était juste correcte, mais de toute façon, tant qu'à moi, c'est le genre de film qu'il faudrait que je retourne voir, là. Mais aujourd'hui, là, j'ai l'impression d'avoir 2 Player One pour le prix d'un. OK? Tellement les deux sont pareils, mais pas pareils. Okay? Tu parles du roman? Du roman et du film. On se reconnaît quand même dans les deux. Oui, absolument. Mais j'ai l'impression, ça me donne le feeling là, comme si quelqu'un à quelque part avait dit bon, voilà, votre travail de session est le suivant. Vous prenez ces personnages-là, vous prenez cette trame-là, faites-moi une œuvre. D'un côté, il y a quelqu'un qui a fait le roman, d'un côté, il y a quelqu'un qui a fait le film. Les deux se ressemblent parce qu'ils partent de la même chose, mais... La base reste la même. C'est ça, mais c'est pas le roman. C'est très, très basé sur le roman, mais c'est ça. J'ai l'impression que maintenant, j'ai plus juste un Player One, j'en ai 2. Puis je les aime autant les deux, pour probablement les mêmes raisons. Probablement qu'Ernest Cline était au scénario. Oui, il était là avec Zach Penn. Et quand tu parlais, Marc, tantôt, d'une des meilleures adaptations de romans, moi, ça me ramène à L'Exorciste. OK? L'Exorciste, le film, c'est le roman qui a été adapté parce que quand tu lis le roman, tu dis « Oh, c'est vrai, ils ont pris ce bout-là puis ils l'ont rajouté à ce bout-là pour donner la scène dans le film. » C'est l'auteur, William Peter Blatty, qui a adapté son propre roman avec l'aide du réalisateur William Friedkin et ça a donné l'Oscar de la meilleure adaptation de scénario. Donc, peut-être qu'on va avoir encore droit à un Oscar de la meilleure adaptation de roman, là, du meilleur scénario adapté. C'est sûr on est juste au mois de mars. On est juste au mois de mars, puis sauf d'un gros défaut, là, c'est un film grand public, science-fiction. Puis les Oscars aiment pas ça, mais bon, c'est vrai que pour avoir lu le roman, puis voir ce qu'ils en ont fait en 2h20, je trouve que ça a bien de l'allure, parce que oui, moi aussi, j'ai reconnu des séquences que dans le roman, c'est pas ce personnage-là, mais c'est ce qui se passe pareil. En tout cas, pas pareil, mais pour la même raison et pour le même résultat. L'essence est la même. Oui.
Puis non, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Il y a tellement de stock que j'ai l'impression que j'en ai pas vu la moitié. Là. Ben, il faut pas s'arrêter, hein. Je vous donne un conseil pour les gens qui l'ont pas vu. Commencez pas à aller chercher les références. Là. Cherchez-les pas parce que vous allez perdre le film. C'est ça. Asseyez-vous puis laissez-vous impressionner par tout ça. Par l'histoire. Puis de toute façon, dans 50, 60 ans, on va encore parler de ce film-là. Puis la 20e, la 30e fois que vous allez le voir, vous allez découvrir des petites affaires que tu n'avais pas vues. Parce que c'est un film qui a été fait pour ça. Mais si tu t'assois là pour t'essayer de tout voir, tu vas perdre l'histoire. Parce que moi, je me rappelle d'avoir lu ce matin, je spoil rien sur l'histoire en disant ça, que dans le film, il y a une affiche du premier film de Star Trek. Je l'ai vu. Mais j'aurais pu pas l'avoir là. Il y a peut-être des affaires que moi j'ai vu que toi t'as pas vu, sûr, que Marc a vu, tu sais, chacun nos... Mais ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est qu'on rejoint une clientèle très vaste. OK? On a une clientèle de jeux vidéo, on a une clientèle de réalité virtuelle, on a une clientèle de... Tu sais, il y a plein de... On a une clientèle de films d'horreur parce qu'on voit des scènes de tu sais, on rejoint un grand public. Et c'est les parents d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qui fait que, écoute, on dira pas que le film est parfait, mais il y a tellement de détails travaillés là-dedans. Là. Il y a un gros travail de recherche et un gros travail au niveau des effets spéciaux. Chapeau à l'équipe. Non, c'est... Puis comme Marc dit, 90% est en virtuel. Moi, ça m'a pas dérangé. Sincèrement, même qu'à un moment donné, on oublie le réel. Non, ouais. On est vraiment juste dans le virtuel, puis on est bien là-dedans. Et regarde, c'était du bonheur, ce film-là. Je pense personnellement que j'ai plus préféré le film que le roman, cependant. OK. Moi, le film, il est venu me chercher encore plus que le roman, probablement parce que le roman, ça reste que c'est quand même long à lire. Ouais, mais t'es le visionnaire, t'es pas Paperman. C'est ça, là. C'est ça. Moi, t'as trouvé la réponse. Voilà. Moi, personnellement, j'ai plus préféré le film, mais ça reste que le roman. Une chance que je l'ai lu, parce que je m'aurais peut-être questionné à certains moments. Oui. Et c'est ce qui fait mon inquiétude de ceux qui n'ont pas lu le roman. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce film-là? J'ai jasé avec du monde qui n'a pas vu le roman. OK? Parce que je suis revenu avec Fiston et sa copine. Ils n'ont pas lu le roman? Non, ils n'ont pas lu le roman. Donc, Antoine et Marianne, qui est assistante gérante chez EB Games à Rivière-du-Loup. Donc, je leur ai posé la question. Vous avez pas lu le roman? Avez-vous aimé ça? La réponse, c'était oui. Bon. OK. Il y a pas... Ah non, mon fils s'est posé une seule question pendant le film, c'est coudon, la police va arriver quand? OK? Parce que c'est vrai que la police, ça prend du temps avant qu'elle arrive. Là. Ouais, mais en réalité virtuelle, c'est... Non, dans la réalité virtuelle. Ah, oui, dans la réalité, ouais. Ouais, OK, bon. Mais c'est parce que, sans spoiler quoi que ce soit, le gros événement apocalyptique qui arrive dans la réalité, dans le roman, on explique que ça va passer sous silence comme étant un problème de gang de rue ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est pas expliqué dans le film. Il y avait peut-être des raisons de se questionner là-dessus. Mais pour un bon divertissement, le film fait la job pas à peu près. Ouais, puis je réfléchis à ça. Est-ce que c'est un des meilleurs films de Spielberg? Je pense que oui, un des meilleurs. Ben, en tout cas, c'est un Spielberg. C'est dans les 5 meilleurs films de Spielberg. Et ce qui me fascine, comme Marc dit, un gars de 70 ans qui est très actuel, la réalité virtuelle. Il peut pas être plus dedans. Il a réussi, il a compris le concept. Il a compris le concept, il l'a mis en image, puis ça marche très bien. Ben, il est là depuis assez longtemps pour savoir d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. C'est un visionnaire. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on est prêt à spoiler? Moi, là, j'en ai des affaires à dire. Et que toutes les doigts nous piquent, la langue nous pique, les babines nous piquent, mais ça, c'est un peu à cause du popcorn aussi. Dans 3 secondes, nous allons commencer à spoiler. Si vous ne voulez pas être spoilé, c'est le temps de vous débrancher dans 3, 2, 1. On a vu toutes sortes de belles affaires dans ce film-là. Moi, premièrement, je le savais, on l'a lu que H, c'est une fille. On l'a lu dans le livre. Mais quel travail de promotion on a fait pour même nous faire penser que c'était un gars avant de voir le film. Moi, par bout, là, avant de savoir, parce que je suis allé voir sur
Internet Movie Database, avant de savoir que c'était bel et bien une actrice qui faisait H, je pensais qu'on l'avait adapté vraiment en gars. Et finalement, non. C'est une actrice. Pourquoi pas? Non, mais dans le livre, c'est ça. Et elle est bonne. Oui, mais dans le livre, tout le long du livre, on croit que c'est un gars, puis on le découvre juste à la fin, mais là, on veut nous montrer d'avance les personnages. On réussit quand même à nous faire penser que c'est un gars. Chapeau pour ça. Non, moi, les acteurs... Bon, tant qu'on est dans la portion spoiler, c'est sûr qu'il y en a un qui meurt dans le livre, qui meurt pas dans le film. Ouais, puis c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Non, parce que c'était quoi? C'était c'est le plus jeune, hein? C'est Saito dans C'est Daiko qui meurt, le plus grand. Le plus vieux, me semble. OK. Je me souviens. Mais, je peux avoir mémoire, mais c'est un des deux. C'est sûr ça n'a pas eu une influence sur le film. Non. Puis ça aurait probablement mal passé à l'écran aussi. Oui, puis c'était pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui fait avancer l'histoire en tant que tel. C'est ça. Il y a moyen de nous montrer que c'est des méchants sans qu'il y ait à faire ça. C'est comme le combat final, c'est pas Percival contre Shurenda, c'est vraiment c'est Daiko qui est en Gundam contre le Super Godzilla. Dans le roman, c'est Ultraman. C'est Ultraman. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça amène à c'est pas une grosse ça change pas l'histoire. Dans le roman, c'est le personnage principal qui est capturé par Lio puis qui va travailler en dedans pour désactiver le bouclier. Là, c'est Artemix qui le fait dans le film. Ça change rien pour moi. Ça. C'est exactement pour la même raison. C'est la même raison. Là, ça prend quelqu'un. Là. Moi, j'attendais la bombe à la fin. Là. Oui. Puis je le savais que c'était le 25 cents là, qui allait tout changer. Sauf que dans le livre, c'est pas comme ça qu'il l'a, le 25 cents. Non, ça... Même que ce personnage-là n'existe pas du tout dans le livre. Non, parce que Hug, on le voit quand Io débarque dans son bar. Là, il est en genre de magicien, puis il est super puissant. Là. Il a un rôle plus développé dans le livre que dans le film. Parce qu'il la gagne en jouant une partie parfaite à Pac-Man. C'est ça. Donc, mais ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était une belle façon d'amener un personnage qui est quand même secondaire dans le roman, qui a quand même une importance. Parce qu'à la fin, au lieu d'être dans le camion, c'est chez eux, c'est chez Hug. Ouais. Mais ça aurait été compliqué à amener tout ça. Là, je veux dire, là, ils nous ont bien montré comment les deux personnages, comment James et Hug se séparent. Ils ont même repris l'histoire de la femme de Hug. Ça, j'ai trouvé ça très bien parce qu'il en parle dans le roman aussi qu'il y avait eu une romance, puis on imaginait que c'était pour ça qu'il y a eu une scission entre les deux. Pourquoi Hug était parti, on l'a jamais su, mais on se doutait de ça. Je trouve qu'ils ont bien exploité ça. Il y a plus d'action dans le film que dans le roman. C'est clair. Puis c'est sûr que tu peux pas faire te promener dans le donjon pendant 2 jours pour aller chercher pour aller jouer une partie de Joust avec une liche. C'est ça, mais moi ça passe pas. Mais moi je te parle de IOI qui poursuit la vanne là. Il n'y a pas d'action comme ça dans le roman. Là. Non. Pas du tout, même que ils te font sauter la pile, si on le voit là. Oui, mais même à ça dans le roman, je trouve que le personnage du méchant est éliminé facilement, pas si facilement, là, mais que bon, ok, c'est beau, il est éliminé, puis c'est fini. C'est le fun parce qu'il est aussi con que dans le livre, ça c'est bien. Non, ça c'est une bonne adaptation du roman. Parce que là, si vous vous demandez pourquoi il laisse son mot de passe sur sa chaise, là, c'est parce que c'est un tata. Là. Dans le livre, c'est très clairement indiqué que c'est un tata, puis que s'il n'y avait pas son armand en arrière de lui, il serait pas capable de rien faire. C'est vrai. Puis c'est vraiment un nul, dans le roman, là, puis on le voit là-dedans, c'est un nul, là, total. Là. Une chose peut-être que j'ai eu la difficulté à comprendre, puis je trouve que ça fait un peu les Russes qui se retournent pour Rocky Balboa dans Rocky 4 là. Ah ouais, la gang. C'est ça, comment ça que tout le monde dans IOI à la fin est tout content, puis yes, il a réussi à avoir l'œuf de Pâques. C'est pas un retournement de situation rapide, ça? On avait un peu cette vision-là dans le roman, parce qu'on le voyait que c'était pas tout le monde qui était la façon de travailler du méchant. Là. C'est ça, il travaillait mais il n'était pas nécessairement d'accord avec les valeurs de l'entreprise. Et voilà. Puis ça,
on a beaucoup d'exemples de ça dans notre société d'aujourd'hui. Oui. Il y a énormément de références, c'est fou. Et je suis très fier de dire que moi, j'aurais passé l'épreuve finale parce que le Easter egg, je l'ai trouvé quand j'étais jeune à Adventure, puis je l'ai refait en décembre sur le web parce que tu peux jouer maintenant sur tous les jeux d'Atari. Et je suis encore capable de trouver ce fameux petit point-là. Fait que pour moi, ça a été... Et d'ailleurs, je me suis laissé emporter, là, puis j'ai comme crié dans la salle. Là. Je sais pas si vous avez entendu un moment donné, là, j'ai fait comme « Oui! » Puis là, Sophie m'a regardé, puis elle m'a dit « Chut! » Tiens-toi un peu. Moi, j'étais vraiment dedans. Là. Je regardais ça, puis je me fait comme, là, mais mon Dieu, genre... Mais les 3 épreuves qu'on a choisies, c'est pas du tout dans le roman, ces épreuves-là. Non. On a quand même pris des épreuves pas pires. Non? Ben, je veux dire, la dernière épreuve, c'était Tempest. Je veux dire, on joue encore avec un jeu. Fait qu'on a changé le jeu, mais c'est bien parce que Adventure, c'est ce qui a... on en parle dans le roman. On en parle dans le roman, mais c'est ce qui a amené Ernest à écrire ce roman-là. C'est ça qui a été comme l'élément déclencheur de son amour pour cet univers-là. Fait que c'est bien qu'il ait pris ça pour en faire vraiment comme l'épreuve finale. Tu sais, c'est une façon de remercier Atari puis ce créateur-là qui a été le premier vraiment à y penser. Mais on a quand même le film dans un film. Oui. Avec, on va le dire, The Shining. Mais en fait, ça s'est pas pensé comme je t'avais dit que ça se passerait que j'avais lu. Non. Parce que moi, je l'avais lu, je l'avais dit à Marc qu'une des épreuves serait on s'en va dans l'hôtel de l'Enfant Lumière. J'ai joui. Oui, j'ai joui quand j'ai vu ça. Arc, il l'appelle Arc, c'est Arc, moi j'ai toujours appelé Arc dans ma tête, là, mais là il l'appelle H. Oui, c'est ça, mais en fait c'est H pour Hélène. C'est H pour Hélène, mais dans le roman, ce personnage-là aurait vu ce film-là en sachant que Holiday l'a vu parce que c'était un des meilleurs chasse-œufs. Puis là, je l'ai pas vu, mais j'aime pas les films d'horreur. J'ai trouvé un petit peu dénaturé le personnage de Arc parce que normalement il était vraiment très proche de Parzival puis d'Artemix. Mais c'était une petite entorse qui faisait avancer l'histoire puis qui nous permettait aussi d'avoir la chienne. Mais parce que quelle reproduction, c'était vraiment intense. Quelle reproduction. C'était puis voir les agents des IO qui mouraient sous les coups de hache puis tout, puis c'était comme là oh my goodness, c'était vraiment intense ce bout-là. Puis Mais je pensais qu'on allait revoir Nicholson, par exemple. Oui, ben on l'a pas vu. C'était mon souhait. Là, tu mourrais, là. Ben là, je mourrais. Mais quand Ash rentre dans la chambre et qu'elle voit la douche, je dis pas une fameuse scène de douche, tu sais. Oui, mais c'était comme dans le film. Et d'ailleurs, quand ils ont toutes les cassettes VHS en avant d'eux autres, puis qu'ils disent une œuvre dont l'auteur n'aime pas, là, moi j'ai dit à Sophie Shining! Je le savais tout de suite. Mais moi, parce que dans ma tête, c'était comme. Puis je savais pas que c'était ça. Parce que tu m'en avais parlé, mais je n'étais pas allé plus loin. Mais c'était clair parce que Steven King a toujours détesté cette adaptation mauvaise. C'est ça, mais moi, ce que j'avais lu, c'est que ils devaient taper la fameuse phrase sur la machine à écrire. Puis c'est pas ça qu'ils ont fait. Ben, c'est encore là, tu vois, ça, c'est ils ont fait du faux marketing. Probablement. Changer, là. Puis la fameuse scène là, de l'orbe avec la formule magique d'Excalibur, là. OK, moi... Vous l'avez raté, celle-là? Ben, moi, j'ai entendu la formule, mais j'ai pas fait le lien. Mais je la connaissais pas, là. C'était quoi? C'était Anan, Natret, Clovas, Neflin, Lorlin, Lenfe. OK, bon. Ça, moi... Ben, écoute, c'est tous des détails, là, mais il y en a tellement, là, c'est épouvantable. Là, et différence avec le roman, personnage de plus, l'assistante du vilain. Oui. Dans le livre, on l'a pas. Absolument pas. Elle a vraiment été créée, là. Puis, assez badass. Ouais, puis tu vois vraiment qu'elle travaille dans le monde réel. Puis c'était bien ça, qu'ils prennent ce côté-là là, des fameux là, petits cubes que les gens qui doivent l'argent, il faut qu'ils aient travaillé pour eux autres. Puis il faut que tu récupères. Ça, c'est dans le roman. Ça, c'est dans le roman, puis c'est une partie importante. Je trouve qu'ils l'ont bien amené. Ils l'ont vraiment ils l'ont simplifié au maximum. Mais c'était bien fait. Puis on a vu vraiment les causes. Et ça, c'est exactement comme ça que je l'imaginais là, dans ma tête. Là. Des endroits vraiment petits où tu travailles et tu peux pas t'en sortir. Là. J'ai l'impression que Martin veut nous parler de King Kong. Ah oui. C'est-tu la meilleure adaptation de King Kong à vie? Ben, il ressemblait
à la limite au King Kong de 1933. Ça, c'est un vrai King Kong, là. Ouais. Il torche en non, il est mauvais, il est méchant, pis tout, là. Ouais. Moi, Tu ne passeras pas. Moi, je pense que ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de le voir avec T-Rex. Les deux ensemble, là, pis ça. Mais la fameuse course automobile au début du film, écoute, tu commences avec du Van Halen, Jump, pis tout de suite, pas longtemps, t'en vas faire une course automobile assez violente, assez bien réussie. Quelqu'un qui voit ça en IMAX. Hey, ça va être épouvantable. Écoute, puis là, tu vois le pont qui apparaît de façon très virtuelle. Ouais. Ça aussi, ça m'a fait vraiment triper. C'est pour ça que je disais au début, j'étais content qu'un film commence là. Ça m'a mis dans le bain du film en partant. Je trouve que c'était bien de commencer ça comme ça et non de commencer avec tranquillement. Comme dans le roman, le personnage qui n'a pas d'argent, qui est obligé d'aller tuer les petits gobelins pour ramasser des sous. C'est ça, dans un roman, ça se fait bien. Qui va à l'école. Ça, dans un roman, ça se fait bien parce que tu construis ton personnage. Tu le prends du début puis tu as le temps de le construire. Mais aussi, cinéma, t'as pas le temps de le construire. Il faut que ça fesse, il faut que ça frappe. Puis là, on avait déjà un Percival qui avait pas de gaz dans sa DeLorean. Il fallait qu'il parte en arrière complètement pour récupérer des sous pendant la course, pour mettre ça dans le gaz, pour aller plus vite. Fait que déjà là, tu le voyais là, qu'il était comme... il était pas niveau 99. Non, il y avait rien comparé de son chum là, qui répare des motos en 10 minutes. Là. Puis ça aussi, on le voit dans le livre, cette fameuse disparité sociale là, qu'on a dans la réalité, ben, elle est également dans le virtuel. Là. Les gens qui sont riches dans la réalité sont riches aussi dans le virtuel. Là. Oui. Puis ils ont un avantage marqué. Là. Ils ont des plus grosses armes, ils ont des meilleurs véhicules, ils sont capables d'avoir des planètes. On l'a vu, là, je veux dire, il y en a un qui a un géant de fer. Là. Non, oui. Qui est le vrai géant de fer. Là. Mais moi, quand j'ai parlé de mes trois fantasmes, le début du film était vraiment quelque chose de vraiment voir... King Kong, partir du Empire State Building, puis descendre, puis démolir les chars. Ça, c'était vraiment fascinant. Le deuxième fantasme, c'est, comme on a parlé, la gang qui s'en va dans l'hôtel de Shining, mais voir les deux jumelles, c'est excitant. Puis, honnêtement, j'ai eu un petit frisson. Puis le sang qui sort, c'était pareil. Là. Comme dans le film. Un petit peu plus, par exemple. Ben là, oui. Ils se font ramasser par le sang. Là. Ah ouais, écoute, ça, c'était merveilleux. Comme puis celle-là, personnellement, je l'ai comme pas vu venir de Shining. Je dis pas, voyons, ils mettront pas de Shining. Il aurait pu mettre War Games, il aurait pu mettre Mighty Python. Mais tu sais, ils sont allés vraiment avec la fameuse. Ils sont allés avec l'énigme, là. L'œuvre que l'auteur n'aime pas. Là. Moi, celle-là, je l'ai trouvée très, très bonne. Là. Et le dernier, voir apparaître Goddam. Oui. Ça, là, c'était. J'avais espoir. À un moment donné, on va avoir un film de Goldorak. Je dis, on va-tu avoir un petit aperçu, on va-tu voir un petit. Un robot quelconque. Mais il était en méditation, là. Oui, mais. Il méditait, là. Il fallait qu'il se prépare à y aller. Mais voir Goddam apparaître là, gars, c'était pur fantasme. Mais là, j'ai pas trouvé qu'on l'a vu tant que ça. Moi. En fait, j'aurais aimé le voir plus gros. Plus à sa taille. Là, il était petit. Il était comme bon, tu sais. Mais juste le fait qu'il était là. Il était pas si petit que ça. C'est parce qu'il se battait contre. Mecha Godzilla, là, je veux dire, c'était énorme. Il y avait une limite de temps, exactement comme Ultraman dans le roman. Vrai. Ça, c'était super bien fait. C'est, encore une fois, je veux dire, tu prends la même histoire, puis tu la mets. Tu la changes, mais. C'est ça. Il y a eu plein de personnes qui ont eu plein de frissons pour plein de raisons différentes. Regarde, on parlait de Stephen King, on a vu Christine. J'ai même pas remarqué. Oui, Christine était là, la voiture rouge, au début. Bandy, je sais pas si t'as remarqué Bandy, la voiture de Bandy avec Burt Reynolds, qui rentre dans le... Moi, j'ai vu la Batmobile, c'est sûr, on l'a très bien vu. Là. Aussi. À la fin, là, on voit plein d'affaires. Écoute, Batgirl... On m'a dit ça avec Batgirl. Je pense que j'ai vu Harley Quinn. Il va falloir que tu la revois. Oui, Harley Quinn. Définitivement, là, moi, je fais de l'alpinisme pour monter l'Everest. Là. Je veux Batman. Je veux Batman. C'est clair. Là. Ça, c'est clair. Sylvain, t'auras pas le choix de le revoir une deuxième fois. De toute façon, c'est un film à acheter aussi. Oui, c'est pour l'acheter. Mais non, garde. 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas l'avoir vu 20 fois puis tu vas avoir des affaires que t'as pas vues. C'est ce qu'on appelle... regarder image par image. Là. Oui, puis même les cassettes là, qu'on voit tout le temps, je sais qu'il a mis des extraits de d'autres films là,
très pâle. Ouais. Je sais qu'on voit un petit peu. Non, regarde, il y a un gros travail de recherche. Je sais, Marc, t'aimes pas le mot nostalgie, mais ça reste que c'est de la nostalgie pareil qu'on a vécu, là. Tu sais, c'est des souvenirs. Non, mais c'est des souvenirs qu'on a. Mais pour moi, Kubrick, c'est pas de la nostalgie, là. Je veux dire, c'est rien que c'est une œuvre qui est majeure, là. Mais sans être de la nostalgie, c'est peut-être des souvenirs oubliés. Voilà. Okay. Qui nous ramène là. Tu dis, crime, j'aimais bien ça, moi, cette affaire-là. Regarde, il y a peut-être plein de monde qui joue avec leur cube Rubik ce soir. C'est pour ça que je t'ai... Hey, avec le petit son, hein? Ouais. C'est pour ça tu as aimé le petit son? J'ai pensé à toi. C'est le petit son de Back to the Future. Ben, c'est ça, je me suis dit, quand il l'a mis, j'ai dit, Sylvain doit avoir les poils levés, là. Non. Mais justement, parlant de poils levés ou de larmes à l'œil, moi, je veux juste m'assurer de la séquence qui a fait pleurer Marc. À la fin. Y a-tu une séquence qui t'a mis les larmes aux yeux? Écoute, c'est pareil. C'est-tu le monologue? Le monologue d'Hallyday? À part le fait qu'il a rajouté un bon repas, là. Ouais. C'est la seule bout puis après ça, il finit avec la phrase, là, parce que il y a rien que la réalité qui est réelle. La réalité est réelle. C'est pareil, c'est textuel. Ah c'est mot à mot. Puis la traduction française est mot à mot avec la traduction française du roman, là. Mm-hmm. Je l'ai mis souvent, je l'ai dit souvent, je l'ai parlé, je l'ai même dit dans la réalité augmentée. C'est la même affaire. Puis le message du livre, c'est ça. OK. Le message du livre, c'est ça nous prévient que on n'aura pas le choix, on va vers ça. C'est vrai. On va vers là. Mais on va regretter de ne pas avoir vécu pour vrai. Et c'est ça. Mais le virtuel, ça va toujours rester du virtuel. La réalité va toujours être réelle, même si elle est difficile des fois, même si elle est dure, même si elle nous fait pleurer, ça reste que c'est du réel. Puis à la fin, ben, je dis, c'est aussi une grande histoire d'amour. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on est tous un peu James Holiday un peu, là. Oui. Tu sais, je veux dire, la majorité des geeks vont se retrouver dans ce personnage-là, là, des personnages qui ont un petit peu de difficulté à aller vers les gens, des petits peu de métadaptés sociaux. On en ressemble beaucoup. On a peur de faire le saut. On a peur de faire le saut. On a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu, en tout cas. Mm-hmm. Puis je suis comme ça, j'ai été comme ça au secondaire, puis c'est avec des amis quand je suis arrivé au cégep, des gars comme Luc Tremblay, des gars comme Carl Slater, Tremblay, tous mes amis. Avec des dévins. Avec des dévins qui m'ont fait sortir de cette coquille-là, puis qui m'a permis de rencontrer Sophie. Je l'ai vécu, ce que ces personnages-là le vivent, puis ce qu'Ernest a vécu. C'est pour ça que ça m'a touché. C'est pour ça que ça vient me chercher. Parce que c'est une partie de nous. Mm-hmm. Puis on le voit encore dans le film, c'est la même affaire, là. Le gars, à la fin, là, il n'y a pas le goût de retourner dans l'Oasis, là. Mais c'est pas dit comme dans le livre. C'est pas dit comme dans le livre, mais on le sent pareil. OK, je suis content que tu me dises ça, parce que c'est le bout que je me disais, Marc a pas eu sa finale. Non, j'ai pas eu ma finale, mais tu sais, j'ai trouvé ça bien, là, qu'il ferme l'Oasis pendant 2 jours, là. Mm-hmm. Ça, je trouvais que c'est pas dans le livre. C'est pas dans le livre, mais je trouve que ça, c'est une belle façon de finir aussi. De dire, écoutez, les boys, vous avez le droit d'y aller, mais prenez un break. Prenez un break à un moment donné, là. Tu sais, fermez la console, là, puis aller vers les gens que vous aimez. Ça. À ce temps que les dimanches n'existent plus. Exact. Puis n'attendez pas d'être à la limite de votre vie pour le comprendre, qu'il y a la personne à côté de vous qui est réelle, mais allez la voir, allez lui dire je t'aime, je suis bien avec toi, t'es mon ami. Arrêtez de filmer les shows puis profitez-en. Exactement. Je dis, c'est exactement ça. Je dis, puis on s'en va vers ça. Puis le livre, ben, c'est ça que c'est de l'anticipation, puis c'est ça qu'Ernest essaie de nous dire. C'est que c'est inévitable. On peut pas arrêter l'évolution de la technologie. On va arriver là. Il faut s'adapter. Puis c'est clair que c'est ça la prochaine évolution. Ah oui. Mais il faut pas oublier non plus qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain. Je pense que c'est ça le message. Le message ultime. Puis moi, je l'ai compris dans le livre, puis je l'ai vu dans le film aussi. OK. Ben, tu vois, il l'embrasse, c'est dans le réel, il l'embrasse pas dans le virtuel parce que il sait que c'est comme pas vrai, il sentira pas les sentiments dans le réel, ben il sait qu'il peut être honnête, puis il peut être, ça je trouvais ça très bien aussi. C'est vrai. Moi, ce qui me fait peur, par exemple, un peu de ce que j'ai vu, peut-être Marc, tu pourrais peut-être me corriger là, mais tout le monde, est-ce qu'un jour on va tous se promener avec des casques virtuels? Il y a des grosses chances. Ben honnêtement, ça me fait peur un peu parce que là on est vraiment là
on se promène, là, on voit à un moment donné, les gars, ils se promènent, ils font semblant de tirer dans la réalité, puis dans le virtuel, ils tirent mais là, voir tout ça, je me dis, mon Dieu, on va-tu être déconnecté de ça? Ouais, on est déjà pas mal déconnecté. Ouais, mais de là à porter des lunettes... je veux dire, en descendant, là, j'ai vu 2 jeunes filles qui se promenaient sur la rue, puis ils regardaient pas le ciel, puis les étoiles, là, ils étaient sur leur écran, puis ils marchaient. C'est quoi la différence d'avoir des paires de lunettes? Effectivement, ça peut peur. On est déjà rendu là. La seule affaire qu'on n'a pas, c'est que c'est les moyens technologiques pour rentrer dans ce monde-là. Mais on est déjà dans un monde virtuel. Moi, ça sur Facebook, peur, c'est sûr, mais ça a des... Comme n'importe quelle technologie, ça a des points positifs puis des points négatifs, puis il faut essayer de vivre avec ces points négatifs-là. Ouais. Mais de mettre en avant-plan les points positifs pour bien le développer puis bien l'utiliser. Une technologie, c'est pas méchant, mais c'est quand elle est mal utilisée, malheureusement, ça crée de la superdépendance puis ça crée des problèmes. Parce que beaucoup de gens vivent. Dans les années 80, quand Donjons et Dragons est arrivé, ça a bien beau être sur papier avec des dés, c'est du virtuel pareil. Là. Écoute, tu t'écroches pas. Moi, j'ai vécu une dépendance au jeu de rôle là, à mon cégep. Là. J'ai raté des cours à cause de ça. Là. J'ai eu des échecs scolaires parce qu'on jouait trop. Puis sur le coup, tu le vois pas, mais c'est après que tu le vois. Tu te sens mieux là-dedans? Ben oui, Calim. Je veux dire, moi, je me posais pas de questions. T'es grand, t'es fort, puis tu bûches sur tout. Ben voilà, moi, tu sais, je pouvais être n'importe qui dans ce monde-là, tandis que dans la vraie vie, j'étais personne. C'est ça l'effet pervers de la réalité virtuelle. C'est vrai. Peu importe la technologie utilisée. Peu importe la technologie, c'est que quand je jouais, j'étais quelqu'un. Puis quand tu joues pas, t'en reviens à ta C'est ça. Mais il faut que tu trouves quelque chose qui vient te rattacher à cette réalité-là. Puis moi, ça a été mes amis, ça a été Sophie, ça a été ma conjointe qui est venue me rattraper puis me rattacher à ça. Bon. Il y a des gens qui l'ont pas, cette chance-là. Non, et qui le voient pas. Qui l'ont peut-être aussi. Là. En passant le petit clin d'œil à Staying Alive, je trouvais ça cute, là. Oui. Je trouvais que c'est ça que je disais quand je parlais de trame sonore, là. C'est ça, malgré que ça on est reculé plus loin dans le temps. Tant qu'à ça, là, je n'aurais mis une dance, j'aurais mis Madonna, là. Moi, j'aurais mis Safety Dance. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même correct. C'était dans un bar. Puis... Mais quand on parle de trame sonore, ça naît ce petit côté-là. Tu sais, on n'a pas eu de tune de Rush, rien de tout ça. En tout cas, pas à ma connaissance. Non, dans les bandes annonces seulement. C'est le petit côté, là, ça me faisait avant d'acheter un vinyle là, de Ready Player, je vais m'assurer de voir c'est quoi les choix. Peut-être qu'on va les retrouver dans ces tunes-là. Mais regarde, peut-être que le succès du film va amener un nouvel engouement pour le livre. Et un album Music Inspired by Ready Player One. Peut-être qu'on n'a pas eu les droits non plus pour Rush. On connaît pas tout. C'est ça, là. J'ai beaucoup aimé l'humilité de Spielberg. Parce qu'Ernest Cline, Steven Spielberg, pour lui, c'est comme une inspiration extraordinaire. Il y a beaucoup de références à Steven Spielberg dans le roman. Il n'y en a pas dans le film, à part le dinosaure au début. C'est vrai. Il n'y en a pas. C'est vrai. Fait qu'il sait pas, il aurait pu facilement congratuler, merci, là, je commence à perdre mes mots. C'est le scotch qui est fort. Ouais, on va en reprendre un autre tantôt. Mais il l'a pas fait. Il a complètement évacué toutes les références à son œuvre. Parce qu'il y avait Indiana Jones. Il y aurait pu Indiana Jones. Avais-tu vraiment besoin de faire ça? Non, mais dans le roman, on le voit. Oui, mais tu sais, dans le film, il avait pas besoin. Il connaît sa popularité. Il a pas besoin de faire ça. Mais c'est vrai qu'il aurait pu mettre E.T. J'aurais été content. Ouais, mais il a mis son dinosaure. C'est vrai. Qui est le plus populaire probablement de ses films. E.T. pas pire. Pour les années 80, E.T. est pas mal fort. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir la réaction, comme on parlait tantôt, les gens qui n'ont pas lu le roman. Est-ce qu'il va falloir qu'on se batte avec les gens qui n'ont pas lu le roman en disant que c'est donc bien niaiseux comme film? À date, là, moi, les deux à qui j'ai parlé étaient bien contents. Moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment de réduire ça de la nostalgie. Là. Ça, je l'ai déjà dit, puis je le redis encore. Là, mais les gens qui vont faire ça, selon moi, c'est qu'il n'y en a pas tant. Non, il n'y en a pas tant, mais c'est pas ça de toute façon, mais il va en avoir. Mais je trouve que c'est je veux dire, il n'y a pas tant de nostalgie dans le film. Faut essayer de comprendre aussi, d'aller au-delà de ça. Oui. Je veux dire, en fait, dans le fond, la nostalgie, c'est comme tu disais, c'est quelque chose qu'on ne se souvient plus, mais qu'on nous réapparaît. Ouais, mais pour moi, c'est pas la nostalgie. Non, mais tu sais, comme on a vu, on se le cachera pas, on a vu Chucky, on a vu Freddy, on a vu Jason.
ça, comme tu dis, c'est pas de la nostalgie parce qu'ils sont régulièrement là. La DeLorean, bon, toutes les voitures sont régulièrement là. Il y a peut-être la voiture de Bandy où je dis, oh, Colin. Mais les Battletoads, les avez-vous vus? Oui. Au début, quand les premiers arrivent. Oui, puis là, je me suis fait comme, c'est vraiment les espèces de grenouilles. Oh, là, oui. Ça, c'était des Battletoads. Il est à côté des Tortues Ninja. Ben moi, j'ai pas remarqué les Tortues Ninja. Oh là, le jeu Halo. Oui, Halo, oui. Halo vers la fin aussi était là. Ça, je suis pas un grand connaisseur, mais tout de suite, je l'ai reconnu. J'ai beaucoup aimé tout le concept du journal d'Anorak. Au lieu d'être un journal personnel, ils ont vraiment comme fait une place avec des scènes de la vie. Fait que ça nous permettait d'avoir des flashbacks pour expliquer l'histoire, ce qu'on a dans le roman. Mais ils l'ont amené d'une façon intelligente pour faire avancer la chasse. Tu vois un autre élément d'adaptation à Oscar. Je souhaite de tout cœur qu'on ne fasse pas une suite de ce film-là. Ben non, je pense pas qu'il y ait besoin de suite. Là. Non, mais il y a souvent eu des suites là, avec le réalisateur. Tu sais, Spielberg va se retirer, puis il y en a d'autres qui ont décidé de continuer là, ailleurs. Mais je pense pas, là, mais faudrait pas parce que je pense que le message en lui-même est assez clair. Ça va dépendre d'Ernest qui est en train d'écrire la suite. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il va être capable de nous pondre quelque chose qui est aussi fort que Ready Player One, on le verra. Parce que ça va être une suite directe de Ready Player One. Alors, comment ils vont amener 90? ça? Non, moi je pense pas. Je pense que ça va être la continuité de ce qui se passe dans l'Oasis. Peut-être la société va commencer à évoluer. Peut-être que Wade va faire en sorte que ça aille mieux. Parce que là, il est quand même. Avez-vous remarqué au début quand il dit la personne qui va trouver l'œuf va gagner 500 millions. Moi, me semble, je trouvais pas ça bien. Après ça, il dit 500 millions. Mais c'est pas, il connaît rien dans les chiffres. On le voit vraiment que le génie en arrière de ça, c'était Hug. Non, puis lui, c'était rien que le programmeur. 500 millions, là, je dis non, c'est 500 milliards. Mais c'était pour montrer à quel point que ce gars-là était complètement déconnecté. Puis on le comparait à Steve Jobs. Ouais, ils ont dit qu'il était meilleur que Steve Jobs. Tu sais, là, Donc, finalement, on conseille aux gens d'aller voir Player One. Totalement, oui. Puis de toute façon, ils vont y aller pareil. Ouais, puis les jeunes vont surtout aimer le côté action aussi. Là. Si on regarde les jeunes, ils vont surtout le début du film, les actions qu'il va y avoir. Je pense que ça va plaire. Puis les gens de notre âge, ben ils vont se reconnaître dans plein de petits détails du film. Ready Player One en version originale anglaise, Player One en français. On a une critique assez positive de ce film-là. On se retrouve bientôt pour un autre podcast des Crinqués.